Bonjour, donc à défaut de pouvoir accéder aux amphithéâtres de Tolbiac, Centre Pierre Mendès France, je vous enregistre une partie des commentaires, on va dire, du cours de fondement des mathématiques du mardi, qui aurait dû se dérouler le mardi 11 décembre 2018. Donc la semaine dernière, nous en étions restés à la démonstration de l'existence d'une borne supérieure pour toute partie non vide et majorée de R que nous avons construit en utilisant les développements décimaux illimités et que nous avons donc construit par récurrence en prenant successivement les majorants des décimales de l'ensemble des éléments de la partie considérée. Alors, un premier corollaire immédiat de ce résultat sur l'existence d'une borne supérieure pour toute partie de R, c'est-à-dire d'un élément qui soit le plus petit majorant de l'ensemble, et l'existence, donc le corollaire, c'est l'existence pour une partie non vide et minorée de R d'une borne inférieure. C'est-à-dire que si je prends une partie non vide et minorée de R, il existe une borne inférieure, c'est-à-dire un minorant qui est plus grand que tous les autres minorants. La preuve est assez immédiate. Donc si on considère une partie B non vide et minorée, eh bien si on considère la partie opposée moins B, c'est-à-dire la partie dont les éléments sont les éléments de la forme moins x, où x est un élément de B, eh bien vous pouvez vérifier que cette partie-là est majorée, et donc qu'elle admet une borne supérieure, qu'on note petit s, et ensuite on vérifie assez facilement que moins s est une borne inférieure de l'ensemble B qu'on cherchait, pour laquelle on cherchait une borne inférieure au départ. Donc l'exemple qui suit, c'est un exemple dont on a parlé en cours également, qui est le fait que donc l'ensemble des rationnels dont le carré est plus petit que 2, qu'on avait cité comme exemple d'ensemble n'ayant pas de borne, donc on en est là, n'ayant pas de borne supérieure en tant que partie de l'ensemble des rationnels. Et cet ensemble, il a par contre une borne supérieure, qui est même un maximum dans R, qui est le nombre racine carrée de 2. Alors, plus généralement, on va voir la propriété suivante, qui peut-être pour faire le lien avec... vous pouvez regarder ce qu'on avait vu au moment des relations, quand on avait parlé des relations, quand on avait parlé de maximum, de minimum, de majorant, de minérant. Donc, la borne supérieure, c'est le plus petit des majorants, mais bien entendu, si l'ensemble a un maximum, c'est-à-dire un plus grand élément, cet élément, c'est un majorant, ce plus grand élément, c'est un majorant, et comme c'est un élément de l'ensemble, il est forcément plus petit que tous les autres majorants. Donc si j'ai un maximum, j'ai forcément une borne supérieure, et cette borne supérieure, c'est le maximum. Et si, de manière symétrique, si j'ai un minimum, c'est-à-dire un plus petit élément qui est dans l'ensemble, eh bien, c'est aussi une borne inférieure. Donc, ce que dit la propriété 5, c'est que dans l'ensemble des réels, si j'ai un ensemble fini, je sais qu'un ensemble fini a un maximum, et bien ce maximum, ça va être aussi la borne supérieure, c'est une conséquence triviale de ce qu'on vient de dire, et de la même façon, si j'ai un minimum, ça va être aussi la borne inférieure. Il y a un énoncé qui correspond à ce que je viens de vous expliquer plus en détail, qui est que si le maximum existe, donc si un ensemble a un plus grand élément, c'est la borne supérieure. Ok. Troisième propriété, c'est en fait ce qu'on vient d'expliquer dans le corollaire 1, à savoir que si j'ai un ensemble qui est, on va dire, borné, donc majoré, minoré, si je prends les opposés des éléments de cet ensemble, et je prends le sup de moins A, j'ai moins la borne inférieure de A. Et réciproquement, si je prends la borne inférieure de moins A, j'ai moins la borne supérieure de A. Ensuite,
il y a la relation entre la borne supérieure d'un ensemble A et d'un ensemble B et la borne supérieure de leur union. Ok, donc si je prends la borne supérieure de A union B, on me dit que c'est le maximum entre la borne supérieure de A et la borne supérieure de B. Pourquoi est-ce le cas? Eh bien, pour montrer ça, il faut montrer que le max de sub de A sub de B est un majorant de A union B et que c'est le plus petit des majorants. Alors, pourquoi max, le plus grand de ces deux nombres-là, est un majorant de A union B? Eh bien, un élément de A union B, c'est soit un élément de A, auquel cas il est plus petit que sub de A, et donc plus petit que le max de ces deux éléments. Soit c'est un élément de B, auquel cas il est plus petit que sub de B, qui est un majorant de B, et donc il est plus petit que ce max, qui est lui-même plus grand que sub de A, sub de B. Donc c'est clair que le max entre sub de A, sub de B, c'est bien un majorant de A union B. Maintenant, pourquoi c'est le plus petit des majorants de A union B? Eh bien, on peut le faire. Pour le faire, il faut supposer que, par exemple, sub de A est supérieur ou égal à sub de B. Dans l'autre cas, ça serait symétrique, mais on va se placer dans le cas où sub de A est supérieur ou égal à sub de B. Eh bien, à ce moment-là, donc, ça nous dit quoi? Ça nous dit, il faut montrer qu'il n'y a pas de majorant de A union B qui soit plus petit que sub de A. Mais comme sub de A, c'est le plus petit des majorants de A, si j'ai quelque chose qui est plus petit, ça ne sera pas un majorant de A et ça sera encore moins un majorant de A union B. Donc, ce qui prouve bien que le max de sub de A et sub de B, c'est le plus petit des majorants possibles. La deuxième relation est en fait la relation équivalente en ce qui concerne la borne inférieure d'une union. Si j'ai une union de deux ensembles, la borne inférieure de cette union, c'est le minimum entre la borne inférieure de A et la borne inférieure de B. Ok. Et en fait, plus généralement, quand on a deux ensembles, un ensemble A et un ensemble C qu'il contient, eh bien, on peut facilement remarquer, alors là il y a une erreur, vous pouvez remarquer qu'il y a une erreur, donc si A est inclus dans C, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout élément de A est tout élément de C, donc si j'ai quelque chose qui est un minorant de C, donc qui est plus petit que tous les éléments de C, va être aussi plus petit que tous les éléments de A, donc en fait il faut corriger ça, parce que probablement ce qu'on va avoir c'est 1 de C inférieur ou égal à 1 de A, ok. Et en effet, ça vient du fait que si je suis un minorant de C, je suis aussi un minorant de A. Et donc, si je suis le plus petit des minorants de C, je suis un minorant de A. Et donc, je suis plus petit que sa borne inférieure. Et de la même façon, si je suis un majorant, le plus petit des majorants de C, je suis quand même un majorant de C. Et comme C contient A, je suis aussi un majorant de A. Donc, comme je suis un majorant de A, donc comme sub de C est un majorant de A, eh bien, il est plus grand que la borne supérieure. Donc ça, c'est un principe un peu général. Quand on veut montrer des inégalités qui mettent en jeu des bornes supérieures, eh bien, si on veut montrer que sub de A est plus grand que quelque chose, ben, il faut montrer que quelque chose. Il faut montrer que ce sup est plus grand que tous les éléments de ce qu'il y a à gauche, et donc il faut montrer que le sup est un majorant. Ok. Donc ce que je vous conseille ensuite, c'est de regarder les premiers exercices du TD sur les nombres réels pour vous entraîner à des exercices d'application. Vous essayez de montrer que certains éléments sont des bornes supérieures de certains ensembles ou des relations entre certains ensembles, certaines bornes supérieures. Ok. Un autre point important et une autre notation qu'on retrouve souvent en mathématiques, c'est le sup d'une fonction, donc ce qui est en fait la borne supérieure d'une fonction sur un certain ensemble.
Et c'est simplement une déclinaison, on va dire, de la définition de borne supérieure. Donc, si on a une fonction à valeur réelle, f, définie sur un ensemble qui contient une partie A, et bien ce qu'on note généralement le sup de f sur A, ce qu'on note comme ça, c'est en fait la borne supérieure d'un ensemble qui est l'ensemble des valeurs prises par f sur A. Donc l'ensemble qu'on a appelé l'image directe de f par A. C'est un ensemble de réels, on peut parler de sa borne supérieure, à condition qu'il soit majoré bien sûr, et dans ce cas-là, eh bien, ce qu'on appelle la borne supérieure de f de A, on la note généralement sup de f sur A de la façon suivante. Alors, ensuite, un énoncé assez important en ce qui concerne la borne supérieure, c'est qu'on va avoir donc la borne supérieure, elle est définie comme étant, de A est définie comme étant le plus petit des majorants de A. Eh bien, un résultat qui va être assez utile en pratique, notamment quand vous allez parler de limites au semestre prochain, c'est la caractérisation de la borne supérieure en epsilon, si vous voulez, qui s'énonce de la façon suivante. Si j'ai grand A qui est une partie majorée non vide de R, et donc il y a une borne supérieure qu'on va appeler petit a, eh bien c'est la même chose pour A d'être la borne supérieure de A et que de vérifier les deux propriétés suivantes. A doit être un majorant de grand A, première condition, et deuxième condition, pour tout réel epsilon strictement positif, eh bien je dois pouvoir trouver un élément x epsilon qui est entre A et un élément de A, de grand A, qui est entre le petit a et A moins epsilon. Comment on prouve cette caractérisation? Donc il y a deux choses, c'est une équivalence, si et seulement si. Donc on doit prouver deux choses, on doit prouver que si petit a est la borne supérieure de A, elle vérifie ces deux propriétés, et que si j'ai un petit a qui vérifie ces deux propriétés, réciproquement, c'est la borne supérieure de A. Donc on fait d'abord la preuve dans le sens, le fait que A soit la borne supérieure implique la caractérisation. Donc si on suppose que A est la borne supérieure de A de grand A, et ben par définition, petit a, là il y a une erreur, c'est petit a, pas grand A, comme petit a est le plus petit des majorants de grand A, en particulier, c'est un majorant de grand A. Donc le point 1 de cette caractérisation est évident. Maintenant, pour montrer le point 2, eh bien, qu'est-ce qu'on fait une démonstration, si vous voulez, par l'absurde. Si on prend un petit epsilon supérieur à 0, et si on peut supposer qu'il n'y avait pas de x epsilon qui vérifierait cette propriété, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que tous les éléments de A, ils sont plus petits que A moins epsilon. Mais ça voudrait dire que A moins epsilon est un majorant de grand A, ce qui n'est pas possible, parce que A est censé être le plus petit des majorants de grand A, et que A moins epsilon est bien entendu plus petit que A. Donc ceci est absurde, et donc la propriété numéro 2 est bien vérifiée. Ok. Maintenant, on fait la réciproque, c'est-à-dire qu'on suppose que ces conditions A et 2 sont vérifiées, et on doit montrer que petit a qui vérifie ces deux conditions est bien la borne supérieure de A. Alors pour montrer que petit a est la borne supérieure de A, il faut montrer deux choses. Il faut montrer que c'est un majorant de grand A et que c'est le plus petit. Alors que c'est un majorant de grand A, c'est exactement l'énoncé du point petit 1 de cette caractérisation. Et pourquoi c'est le plus petit des majorants de grand A? Si j'ai un autre majorant s'il y a un petit b plutôt qui est plus petit que grand A, pourquoi ça ne peut pas être un majorant de grand A? Parce que si je considère le epsilon 0 qui correspond à la distance entre A et B, donc je vais choisir mon epsilon 0 si vous voulez, de telle façon que A moins epsilon 0 soit égal à B. Ce epsilon 0 il est bien strictement positif car B il est supposé strictement plus petit que A ici.
Donc, je considère donc un B qui est strictement plus petit que A. J'écris ce B, en fait, sous la forme A moins epsilon 0, ce qu'on va retrouver ici. Eh bien, d'après notre hypothèse, ou si ce B était un majorant, eh bien, on ne pourrait pas trouver de x epsilon entre A et A moins epsilon 0, puisque B serait un majorant. Ou d'une façon de voir les choses, c'est au contraire de dire, d'après la caractérisation, il y a forcément un x epsilon entre A et A moins epsilon 0, donc B ne peut pas être un majorant. Okay. Quoi qu'il en soit, cela conclut la preuve, et donc on va avoir que la caractérisation de la borne supérieure. Et on a de manière symétrique une caractérisation de la borne inférieure qui nous dit que donc la borne inférieure, c'est censé être le plus grand des minorants d'un ensemble. Et bien là, ce que ça nous dit, c'est que j'ai la borne inférieure, c'est la borne inférieure d'un ensemble grand A, si et seulement si c'est un minorant, et quand je prends un petit epsilon supérieur à 0, je vais forcément trouver un élément de l'ensemble qui est entre C et C plus epsilon. Et donc, en résumé, une chose à retenir importante, c'est que, en fait, qu'est-ce que c'est la borne supérieure? C'est pas forcément un élément de l'ensemble, mais c'est ce qu'on appelle parfois un point d'accumulation. On parle de borne supérieure, que ce soit la borne supérieure ou la borne inférieure, c'est ce qu'on appelle parfois, c'est notamment ce qu'on appelle un point d'accumulation, c'est-à-dire il y a beaucoup d'éléments, il y a autant d'éléments de l'ensemble qu'on veut, qui se rapprochent de ce point.